C'est celui-là. Ah, voilà, c'est beau la technologie quand on sait comment elle fonctionne. Bien, bonjour, je me présente, Éric Gagnon, je suis sociologue de formation. Je suis chercheur au Centre de recherche sur la santé, pas sur la santé, mais sur les services de santé et les services de proximité, ici à Québec. Je fais de la recherche principalement sur le vieillissement et aussi sur les droits des usagers. Voilà. Je vais vous en donner plusieurs exemples qui vont porter sur des recherches que je mène actuellement en centre d'hébergement, en CHSLD, comme on dit au Québec, où je fais de l'observation participante. J'en ai fait également dans d'autres contextes, on verra avec différents exemples. Alors, on y va. Voilà. Ma présentation, au fond, ça va être un commentaire de ces trois citations-là que je vous ai mis à l'écran. La première d'Annick Anchisi, je ne veux pas la cacher. Je fais de l'ethnographie, je m'intéresse aux détails. Annick Anchisi est une sociologue à Lausanne, en Suisse, et elle travaille sur les communautés religieuses vieillissantes, où elle séjourne à l'occasion comme ça dans les communautés religieuses où elle mange avec les religieuses, elle dort sur place et elle passe avec elles plusieurs semaines comme ça dans l'année. Oui. La deuxième citation d'Yvonne Verdier, c'est « Nous en faisions l'ethnographie, nous entrions dans les maisons ». C'est sa définition de l'ethnographie. Vous allez voir ce que ça veut dire un peu plus tard. Yvonne Verdier est une anthropologue française, aujourd'hui décédée. Elle a travaillé sur un village en Bourgogne et elle travaillait beaucoup sur les savoirs et les métiers féminins. La couture, le lavage, la boucherie, le soin aux morts, et dans leur dimension très symbolique. Elle a fait un très, très beau livre qui s'appelle « Façon de dire, façon de faire », que je vous recommande chaudement. C'est probablement un des plus beaux livres d'ethnographie que j'ai lu. Et la troisième citation, elle est de Pierre Clastres. Je vous la lis. « Rien ici ne saurait se substituer à l'observation directe. Ni questionnaire, si précis fut-il, ni récit d'informateur, quelle qu'en soit la fidélité, car c'est souvent sous l'innocence d'un geste à demi esquissé, d'une parole vite dite, que se dissimule la singularité fugitive du sens, que s'abrite la lumière où prend vie tout le reste. » Pierre Clastres était un anthropologue français, lui aussi décédé. Il a publié cet extrait de son ouvrage, de sa monographie qu'il a écrit sur les Indiens Guayakí, qui est un peuple de chasseurs nomades du Paraguay. Une culture aujourd'hui qui a évidemment disparu. Je reviendrai sur ces trois citations-là à la fin. L'observation participante. L'observation participante, ça consiste essentiellement à aller sur place, à voir, à entendre, à toucher, à faire comme les autres. C'est autrement dit une méthode in vivo. On ne se fie pas à ce que les gens nous disent, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent. On va voir sur place et on le fait avec eux. Okay. Et on peut faire deux grandes distinctions. Vous allez voir, c'est assez important parce que selon le type de recherche ou le type de questions qu'on se pose, on peut adopter l'une ou l'autre des postures. On peut avoir une observation qui est réellement participante. C'est-à-dire que non seulement on observe ce qui se passe dans un milieu de travail, par exemple, dans une maison, dans un quartier, mais on fait avec les autres. Elle est vraiment participante dans le sens qu'on fait la même chose que les autres. On habite dans ce quartier-là, on magasine dans ce quartier-là, on va dans le milieu de travail, ben, on travaille avec les autres, on s'intègre à l'équipe de travail, on va dans un centre d'hébergement et on fait partie, comme je l'ai fait, moi j'étais bénévole, donc je suis bénévole, je fais partie donc de l'équipe, puis je fais des tâches de bénévole. Voilà, toute la journée ou toute la semaine. OK? Ici, vous voyez, on cherche à découvrir ce qui se passe et à le comprendre en le faisant soi-même. Et en regardant aussi, bien sûr, les autres le faire. Mais c'est donc en le faisant soi-même et dans les interactions avec les autres qu'on découvre la réalité. C'est une véritable immersion. Je donnais l'exemple des soins. Je pourrais, dans un centre d'hébergement, je vais y revenir. Comme bénévole, c'est ce que je faisais, c'est en donnant des soins, les soins qu'un bénévole, évidemment, est autorisé à donner dans un centre d'hébergement, que je découvre au quotidien qu'est-ce que c'est
qui se passe dans un centre d'hébergement. L'horaire, le rythme, des activités, l'espace, comment on circule dans l'espace, comment on interagit dans ces espaces-là, qui évidemment sont contraignants, comme tous les espaces sont toujours contraignants, mais de manière différente. Le temps, le rythme, etc., comment on se coordonne nos gestes avec un soignant, avec une personne qu'il faut déplacer, etc. Vous voyez? Un autre exemple de ça qui est intéressant et qui peut vous montrer l'intérêt de l'observation qui est réellement participante, c'est si on travaille sur les soins palliatifs. Et je vous donne l'exemple d'une étude qui a été faite il y a quelques années, assez récemment, par Yanis Papadaniel en Suisse, à Lausanne, qui travaillait sur les soins palliatifs comme bénévole. Et c'est en faisant lui-même de l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie qui a compris des dimensions essentielles de ce que c'est que le travail bénévole en soins palliatifs. Parce qu'il s'est aperçu qu'au fond, quand on est au chevet d'une personne, qu'on l'accompagne, il se passe très, très peu de choses. Il y a énormément de silence. Et tout ce qu'on a de la personne qui est en train de mourir, des fois, elle nous parle, elle dit quelques phrases dont le sens est énigmatique. Elle nous sourit, elle nous touche ou non. Elle a l'air agitée, puis comme on essaie de la calmer, elle se calme ou elle se calme pas. Et vous voyez, c'est plein de choses comme ça dont la signification n'est pas claire. Le sens de ce qui se passe et surtout la personne en fin de vie, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle ressent, on n'en sait rien au fond. Très, très peu de choses. Des fois, elle parle, mais souvent, elle ne parle pas. Donc, il faut l'interpréter. Il faut décoder. Ah, elle a l'air apaisée. Ah, ma présence la rassure. Voyez? Et est-ce que ça t'entend encore? Oui, ça marche. OK. Et ce qu'il a vu en faisant l'observation participante, c'est qu'il découvre ça. C'est une dimension extrêmement importante de l'accompagnement. Et il a compris aussi le sens. Pourquoi, après ça, les bénévoles ont absolument besoin de se réunir. Les bénévoles. Parce qu'effectivement, on a besoin de se faire confirmer par les autres bénévoles que l'interprétation qu'on donne à ce qui se passe dans cette interaction-là, qui est très silencieuse, on a besoin de se faire confirmer par d'autres. Ah oui, si elle t'a dit ça, c'est effectivement que tu lui apportais du bien, que tu lui apportais du réconfort, continue à faire ceci, ou ne fais pas ci comme ça. Vous voyez? Donc, on a besoin du groupe pour se faire confirmer l'expérience qu'on vit, une expérience pour laquelle il faut lui donner, il faut l'investir de signification, tellement elle est faite de silence et de choses difficiles à comprendre. Vous voyez? Et c'est en faisant de l'interprétation... non, ça ne s'entend plus. Hein? Est-ce qu'il fonctionne? Lui donner un sens. Et on a besoin absolument d'un groupe pour se faire confirmer le sens qu'on lui donne. Tellement c'est fragile, cette expérience-là. Vous voyez? Donc, il n'aurait pas découvert cela en faisant des entrevues avec les bénévoles. Il aurait découvert autre chose, mais il n'aurait pas compris cela. Hein? L'importance de faire soi-même pour comprendre ce qui se passe. Okay. Le deuxième type, après ça, d'observation, des fois, c'est en retrait, qui est non participante, qui est in situ. On va dans les milieux, des milieux de vie, les milieux de travail, mais on ne participe pas. On ne fait qu'observer en gardant le silence et des fois en prenant des notes, mais en le faisant discrètement, évidemment, pour ne pas interférer. L'exemple que je vais vous donner, c'est une recherche que j'ai faite il y a quelques années sur les comités de résidents en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Alors évidemment, ça réunit des résidents, des proches, des familles, ils discutent des problèmes dans le centre d'hébergement, font des revendications, des représentants de la direction viennent les rencontrer, on échange sur les problèmes qui sont soulevés, sur les demandes des résidents, etc. Moi, je n'interférais pas dans la discussion, évidemment, mais j'étais assis autour de la table et je prenais des notes discrètement. Et l'intérêt d'être là, in situ, et ne pas simplement se limiter à faire des entrevues avec les différents membres des comités, puis après ça, des membres de l'administration, c'est qu'en étant là, on voit l'évolution de la discussion. Un problème arrive, il est formulé d'une certaine façon. Les gens ajoutent des oui, non, des détails, des questions supplémentaires, et on voit le problème se transformer. Le représentant de la direction vient, on lui pose des questions, il donne certains types de réponses. Ah, la direction prend une certaine... la discussion, pardon, prend une certaine direction. Oui? Et le problème se transforme. On ne le voit plus de la même façon. Où on avait des positions au départ très revendicatrices et la revendication tombe par l'explication qu'on leur a donnée. Ou au contraire, on se craint qu'on durcit sa position
Voilà. On voit l'évolution d'une discussion et l'évolution des points de vue avec les arguments, lesquels interfèrent et lesquels arguments ont une influence sur la discussion ou sur l'évolution de la position du comité. Ce qu'on ne peut pas avoir si on fait juste aller faire une série d'entrevues avec tous les membres de ces comités-là, avec la direction. Les gens vont nous dire, ah oui, moi, ma position, c'était ceci. Ou là, nous, au comité, on voulait ceci. Mais quand on va voir sur place, on voit qu'en fait, ça a bougé, ça a évolué. On essaie de comprendre qu'est-ce qui est déterminant de l'évolution de la position du comité. Vous voyez? Encore ici, pour montrer la pertinence de faire de l'observation qui peut être en retrait aussi et non participante aussi. Pourquoi observer? Au fond, il y a 4 grands types de phénomènes que l'observation participante nous permet d'observer et pas d'observer, mais de connaître, pardon, et qui est plus difficile par les autres méthodologies. D'abord, tout ce qui est visible n'est pas nécessairement audible dans un entretien, par exemple, ou avec encore moins avec un questionnaire. Les postures. Quand on travaille sur les soins aux personnes handicapées ou aux personnes âgées, hein, qu'est-ce que les soignants font? Quelle posture ils adoptent pour donner ces soins-là dans le face-à-face avec la personne? Oui. Comment on bouge? Quels gestes utilisent les bénévoles? Font les bénévoles pour marquer à la personne un signe de respect, par exemple, dans une situation qui est embarrassante. C'est par l'observation. Les échanges de regards, d'attitudes, on voit les hiérarchies aussi implicites ou informelles par l'observation. Les contraintes que les gens vivent, les contraintes, par exemple, qui sont liées à l'espace et qui ressortent très mal quand on interroge les gens. Ils vont nous parler beaucoup des contraintes, quand on interviewe des soignants, par exemple, ou des travailleurs, ils vont nous parler beaucoup des contraintes administratives, les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand on fait de l'observation, on voit d'autres types de contraintes qui sont liées à l'horaire, au temps qui les presse. On voit des contraintes liées à l'espace. Oui, bon, les règles prévoient qu'il faut faire tel geste, tel mouvement, mais on voit qu'il manque d'équipement. On voit que le local est trop petit, donc il faut qu'il fasse autrement. Et c'est des choses, des fois, qu'ils ne pensent pas à nous dire en entrevue, tellement que ça va de soi parce qu'ils le font tous les jours. Et ça m'amène au deuxième point. Tout ce qui demeure très silencieux parce qu'évident ou inconscient, ça devient tellement naturel, c'est tellement normal qu'on fasse comme on le fait, que quand on est devant le chercheur en entrevue, on ne le dit pas, on ne le raconte pas. Moi, quand je demande, par exemple, à des soignants en centre d'hébergement, des préposés bénéficiaires en entrevue, je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Comment on lève une personne le matin? Comment on lui donne un bain? Ben, je l'emmène à la salle de bain, je remplis le bain, puis je lui donne son bain. Point. Je me bats en entrevue pour leur faire décrire ça dans le détail. Mais en fait, des observations, ça facilite énormément les choses parce qu'on voit après ça quels sont tous les petits gestes qu'ils font, par exemple, pour diminuer la gêne et l'embarras. Parce qu'on est un adulte qui déshabille un autre adulte, hein, puis on le lave. Okay? Donc, il y a des tas de petits gestes, de paroles que font les préposés pour diminuer l'embarras. En entrevue, j'ai toutes les misères du monde à leur faire dire. Par l'observation, on peut arriver à des choses comme ça. Même chose pour le travail des bénévoles, n'importe quel soignant, par exemple. Donc, tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qui demeure silencieux. Troisième type de phénomène que l'observation participante nous permet de capter aussi, c'est tout ce qui se transforme sous nos yeux. Tantôt, je vous en parlais, je donnais l'exemple des échanges et des discussions et l'évolution des positions dans des comités de résidents. C'en est un très bon exemple. On voit l'évolution dans le temps. C'est la même chose aussi, l'évolution dans le temps pendant une réunion ou en CHSLD, c'est toute l'évolution des pratiques au fil des semaines. Quand arrive l'implantation d'une nouvelle directive ministérielle. On voit les pratiques se transformer ou pas à la suite de cette directive-là. Ou toute l'évolution ou les transformations des pratiques au gré des saisons, parce que ça change. Ça change évidemment, par contre, énormément pendant l'été, par exemple, où le personnel régulier est en vacances. C'est tout du personnel de remplacement. Et là, toute la dynamique change. Donc, on suit à travers le temps, puis on suit les transformations
qui sont beaucoup plus difficiles, plusieurs de ces aspects de ces transformations-là sont beaucoup plus difficiles à capter en entrevue. Okay. Et puis, ce que ça permet aussi, l'observation, participante ou non, c'est tout ce qui sont les significations incarnées ou matérialisées. Incarnées, c'est-à-dire des tas de significations qui sont incarnées dans les gestes des individus ou matérialisées dans des objets. Faire de l'observation en centre d'hébergement, ça donne l'occasion de rentrer dans les chambres, de voir comment elles sont décorées, quels sont les objets sur les tablettes. Hein? Évidemment, il y a beaucoup de photographies, il y a beaucoup de photographies de famille, mais il y a toutes sortes d'autres petits objets. Okay? Où les gens, où la mémoire des gens, c'est dans lesquels la mémoire des gens s'est matérialisée. Okay? C'est au fond toute la trame symbolique, par exemple, d'une cérémonie qu'on permet de voir. Par exemple, une cérémonie aux morts, par exemple, que j'ai analysée. Une cérémonie, il faut l'observer. C'est tout un déroulement. Il y a différentes séquences. Il faut suivre, pouvoir observer les séquences, c'est-à-dire l'organisation de l'espace, comment sont placées les tables, où les gens sont assis. Ensuite, comment les gens bougent, pour aller où, pour faire quoi, qui prend la parole, qui dit quoi, quels sont les objets qu'on a mis, autrement dit, qui sont chargés, qui sont des objets symboliques. Donc, il faut tout reconstituer la séquence. On peut faire ça uniquement par observation. On peut y arriver par entrevue, mais ça va être extrêmement laborieux. Okay. Puis, par les entrevues, on va voir ça en pièces détachées un peu. Dans une entrevue, quand on va insister sur tel aspect de la cérémonie, tel autre aspect dans une autre entrevue, mais on ne verra pas toute la séquence et toute la trame symbolique de la cérémonie. C'est la même chose si on fait de l'observation participante auprès, non participante dans ce cas-ci, on fait de l'observation dans les milieux de vie des personnes âgées. On va dans leur appartement ou dans leur maison. Comment la maison est organisée, où sont disposés les objets, la place du jardin, l'importance du jardin dans la vie de la personne, ses relations avec ses voisins, parce qu'elle nous raconte qu'elle a tel contact avec telle et telle voisine, qu'elle nous montre par la fenêtre, par où elle prend sa marche quotidienne et la signification de cette marche quotidienne-là, l'importance de cette marche quotidienne-là. Évidemment, elle peut nous en parler en entrevue, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'elle nous en parle tout en marchant avec elle. Aller faire le tour du quartier avec elle. Puis là, elle va nous raconter le quartier et ce que c'est que le quartier pour elle, comment elle habite, autrement dit, ce quartier-là. Okay? Et comment elle habite sa maison. Les pièces, qu'est-ce qu'elle fait dans telle pièce, puis à quel moment de la journée elle va dans telle ou telle pièce pour faire quoi. Vous voyez? Puis il y a les saisons dans une maison, hein, parce que au Québec, c'est extrêmement déterminant. Et il y a l'été, il y a les fleurs qu'on plante, etc., etc. Et on fait le tour du jardin avec la personne. Et là, on voit vraiment son monde et comment elle habite ce monde-là, qui est le sien, okay? Dans sa maison et dans son quartier. Okay? Et là encore, c'est toute une trame symbolique qu'il y a au travers d'un parcours dans une maison ou d'un parcours dans un quartier. Okay? Et à travers ça, vous avez toute la représentation que la personne a d'elle-même. Okay? Et de sa mémoire, parce qu'elle va évidemment, elle va tout nous parler des photos qui sont dans le salon, son mari défunt, ses enfants, ses petits-enfants, parfois ses arrière-petits-enfants, et tout ça fait partie de sa vie. Donc, on voit même aussi son inscription non seulement dans un espace, parce qu'habiter, c'est non seulement être dans un espace, mais c'est habiter aussi le temps. C'est habiter un passé, c'est habiter un présent, et c'est un avenir dans lequel on se projette. La semaine prochaine, je veux faire ceci ou je veux encore faire tel et tel travaux dans ma maison. Ou au contraire, je cherche à vendre ma maison et je me cherche une résidence pas très loin d'ici. Là, on se promène. Vous voyez? Donc, on voit aussi comment elle habite le temps et pas juste l'espace. En allant avec elle, avec la personne dans sa maison, dans son quartier. Voilà. Il ne s'agit pas de devenir comme les personnes, comme les autres. Quand on dit participant, je ne deviens pas un préposé aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement, je ne deviens pas un résident en centre d'hébergement, mais en faisant un certain nombre d'activités comme eux autres et surtout avec eux autres, c'est comme ça que je découvre ce que c'est qu'être préposé aux bénéficiaires ou résident dans un centre d'hébergement. Okay. J'ai intitulé ma présentation « Observation participante de corps et âme » avec, corps, ça ne paraît pas parce que ça prend toujours un S, mais j'ai mis un S à âme et ce n'est pas pour rien. Corps d'abord, parce qu'on fait de l'observation participante ou non avec tout son corps.
avec tous ses sens. Avec ses yeux d'abord, évidemment. Il y avait un sociologue québécois aujourd'hui décédé, Jean-Charles Falardeau, qui disait on fait de la sociologie avec ses pieds. Il faut se rendre, il faut aller voir. On le fait avec de l'observation, on le fait avec ses yeux, on le fait évidemment avec ses oreilles grandes ouvertes qui enregistrent constamment, on le fait avec son nez. Dans un centre d'hébergement, il y a toutes sortes d'odeurs. Il y a des odeurs très désagréables. Il y a des odeurs très agréables aussi quand un préposé prend le temps de parfumer une dame après lui avoir donné son bain, par exemple. On le fait avec sa bouche, on goûte, on est reçu chez des personnes âgées, par exemple, on se fait offrir un thé, un café. Dans un centre d'hébergement, on mange avec les gens. Des fois, c'est comme on dit dans les journaux, pas très bon. Des fois, c'est meilleur. Donc, on goûte, mais on se fait recevoir aussi dans les chambres, on se fait offrir des chocolats aussi, des biscuits. C'est très plaisant, ça aussi. Il y a des avantages marginaux à faire d'observation participante. Donc, on le fait véritablement avec tous ses sens. Et surtout, on bouge, on touche, on pousse un fauteuil roulant, on voit c'est quoi pousser un fauteuil roulant. Puis on essaie de comprendre ce que c'est que vivre tout le temps dans un fauteuil roulant. Je suis ici, vous savez de quoi je parle. Mais c'est la même chose aussi pour les soignants. C'est quoi donner le soin à une personne qu'il faut déplacer, qu'il faut bouger, et avec des risques que ça comporte pour soi et pour la personne elle-même constamment. Vous voyez? C'est avec son corps parce que c'est dans la durée. Tantôt, j'en parlais, dans un centre d'hébergement, il faut voir ça selon les saisons. Même chose dans une résidence de personnes âgées. Hein, il faut y aller à des saisons différentes parce que c'est pas la même chose. La vie est différente aux 4 saisons. Une fête dans son déroulement, j'en parlais tantôt, une réunion jusque dans son aboutissement, pour les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Voyez? Voilà. Ou je vais vous donner un autre exemple. En faisant soi-même les gestes, des fois, on découvre des règles et on apprécie aussi la limite d'une règle. Par exemple, quand on est bénévole dans un CHSLD, on n'a pas le droit de lever les résidents de leur chaise pour les mettre dans un fauteuil ou dans leur lit. En fait, c'est 2 préposés qui doivent le faire et c'est formellement interdit aux résidents, aux bénévoles. Moi, j'étais bénévole dans le centre d'hébergement parce que, bon, j'aurais pu être préposé, mais je n'avais pas le temps de suivre le cours. Je me dis toujours que je devrais le faire. Mais j'étais bénévole, et je n'avais pas le droit de lever une personne. Mais lors d'une fête, une dame me demandait incessamment de la lever puis de danser avec elle. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas dansé. Okay. Là, elle voyait, pas tous les résidents, mais quelques résidents danser, les bénévoles danser, les membres des familles, et elle voulait absolument danser. C'est une femme dans son fauteuil, qui est toujours dans son fauteuil, qui est extrêmement corpulente. Okay. Et puis, j'ai pris l'initiative, avec un autre bénévole qui m'a aidé, de la lever et de danser avec elle. Vous voyez? Au grand désespoir des préposés qui me regardaient avec des yeux inquiets, mais on a été, au fond, jusqu'à la limite de la règle. Parce qu'au fond, on y avait 2 règles. Hein. On est là aussi pour prendre soin des gens, leur procurer du bonheur. Puis il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, puis il y a des choses qu'on doit faire. Là, on a été à la limite. On l'a levée, j'ai dansé avec elle 2-3 minutes. Moi aussi, j'angoissais, en fait, j'avais assez peur de l'échapper. Et puis, on a dansé, elle s'est rassise, puis elle en pleurait de bonheur. Mais il faut le faire pour sentir jusqu'où on peut aller. Puis, en fait, la règle ici n'est pas du tout claire. Il y a une marge de manœuvre. Voilà. Âme, vous m'avez dit 2 minutes? Oh là là. Âme, comme vous l'avez vu, il s'agit de comprendre. Il s'agit de déplier le sens. Dans un geste, qu'est-ce qu'il y a comme signification? Hein? La manière dont on interagit avec une personne, okay? Dans un rite, la manière dont dans une cérémonie, la manière dont on se déplace, hein? Dans les objets qui sont disposés dans une maison, quelles sont les significations là-dessus? Donc, il faut prendre ces objets-là, ces gestes-là, et aller voir le sens qui est derrière ça. Okay? Ou, si vous préférez, l'âme. Mais ça implique la vôtre et celle de la personne ou des personnes sur lesquelles porte votre observation, d'où âme au pluriel. Il faut y mettre du sien, parce qu'on déchiffre toujours le sens de ces objets-là. Les gens ne nous le disent pas nécessairement, mais en grande partie, on projette la signification que nous, on lui donnerait. Et puis, on essaie de vérifier si c'est bien la signification que les personnes elles-mêmes
il donne à ces gestes et à ces objets-là. Okay. Et chose très importante dans l'observation participante, c'est la dernière idée importante sur laquelle je vais insister aussi, c'est que on ne sait jamais ce qu'on va trouver, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. Okay? On dit oui, je pars, je vais dans un centre d'hébergement, ils donnent des soins, oui, il y a des cérémonies, il y a des activités de loisirs, mais en fait, il y a toujours des surprises. Okay? On observe, on ne sait pas d'avance ce qu'on va observer. Ou on a prévu, on a une grille d'observation, mais c'est pas ça qu'on voit, ou c'est pas ça qui est intéressant finalement. Et en cours de route, nos questions changent. Okay. Ce n'est pas une méthode pour ceux qui veulent une approche hypothético-déductive. Vous avez vos questions au départ, vos moyens de les vérifier, puis à la fin, c'est oui ou non, l'hypothèse se valide ou non. Parce que votre question de recherche ou vos hypothèses, parce que vous avez quand même des hypothèses en partant, vont changer en cours de route. Vos questions de recherche vont nécessairement se déplacer. Moi, j'ai découvert en centre d'hébergement toute l'importance du jeu. Non seulement les jeux organisés comme le bingo, mais les jeux informels entre les préposés et les résidents. Okay. Et il a fallu qu'en cours de route, je m'intéresse aux jeux et que je me mette à lire sur l'anthropologie et la sociologie du jeu pour comprendre et analyser ça. Chose que j'avais évidemment absolument pas dans mon protocole de recherche. Et donc, il faut bouger. Puis là, il se présente un truc, c'est extrêmement important. Ben, il faut s'adapter et bouger. Et je conclus en revenant sur mes trois citations. Vous l'avez vu, on s'intéresse aux détails. Je vous ai juste parlé de choses détails qui, en premier abord, sont insignifiantes, mais tout le travail, c'est qu'on sait à leur montrer l'importance et la signification de ces choses-là. On entre dans les maisons, on rentre dans l'espace et on rentre dans le temps. Des travailleurs, si on s'intéresse à des travailleurs, des personnes âgées ou de n'importe quel groupe auquel on rentre dans leur univers. On rentre dans, c'est ça, rentrer dans les maisons, donc dans un espace physique et dans un temps habité. Et la très belle citation de Pierre Clastre, hein, c'est ce que je dis et redis depuis le début avec des exemples, hein, la singularité fugitive du sens, hein, qui s'abrite dans un petit geste, hein, d'un préposé, un petit regard suppliant d'une résidente, tu sais, de bonheur, des petites choses qu'il faut aller chercher et le sens qui est là dans ces petites choses-là. Voilà, je m'arrête. Merci. On pourrait peut-être prendre une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaiterait briser la glace dans la salle. Je vais me diriger avec le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci. J'imagine que dans ta longue expérience, tu as dû rencontrer des résistances, là, des institutions à ce que quelqu'un vienne faire de l'observation. Je pense aller dans des familles, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être une ou deux recommandations de l'argumentaire que tu utilises ou des moyens que tu utilises finalement pour faire accepter cette méthode-là? Les méfiances viennent plutôt de la direction. Est-ce que, au fond, vous venez nous évaluer? Vous venez évaluer nos pratiques. Puis comme ils se font déjà évaluer largement, les directions, ils sont très méfiants. Mais en même temps, ils sont censés être ouverts à ça, fait qu'ils disent toujours oui, mais ils sont méfiants. Et j'ai beau vous leur dire que non, je ne viens pas évaluer les pratiques, mais je viens les comprendre. Je viens voir comment ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent, et pourquoi, s'ils le font, comprendre pourquoi ils le font comme ils le font. Tu sais? Et non pas, je n'ai pas de critères pour dire si c'est correct ou non correct. J'ai beau essayer de les rassurer comme ça, il y a toujours une méfiance vis-à-vis de la direction. Sinon, des usagers, que ce soit chez eux, non, des usagers, c'est plutôt dans les établissements, ou que ce soit les personnes âgées chez elles, ou que ce soit les travailleurs, par exemple, les auxiliaires qui vont à domicile ou les préposés en centre d'hébergement, il n'y a jamais beaucoup de résistance. Au contraire, ils sont contents qu'on s'intéresse à eux autres. Puis au contraire, venez voir ce que je fais. Puis effectivement, puis ils comprennent assez vite que je m'intéresse à ce qu'ils font et que je prends au sérieux ce qu'ils font, tu sais, et que je donne beaucoup d'importance et de valeur à ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Et là, ça fait la confiance, elle se construit très, très rapidement, pour peu qu'on ait effectivement une attitude d'intérêt
pour ce qu'ils font. Alors, non, pas beaucoup de résistance. Un peu de méfiance, un peu au début. Des fois, les gens aussi sont intimidés. On débarque, on fait un doctorat ou un doctorat, puis on arrive dans un milieu où des gens qui sont beaucoup moins scolarisés, puis nous regardent, puis nous vous voient, puis sont très impressionnés. Puis, on travaille avec eux autres, on rigole avec eux autres, puis tranquillement, c'est ce genre de distance-là. Ce n'est pas une résistance, mais cette distance-là va s'estomper. Ça, pour ça, il faut s'intéresser aux gens. C'est très, très simple. Il s'agit juste de s'intéresser aux gens. Quand on s'intéresse à eux autres, ils nous font confiance, puis la distance disparaît. Je sais qu'il y avait d'autres questions dans l'assistance et sur la plateforme en ligne. Je vous inviterai peut-être à noter vos questions puis à les conserver pour le panel de la fin. Je tiens à remercier M. Gagnon. On pourrait enchaîner avec peut-être notre seconde conférence qui va être donnée cette fois-ci par M. Olivier Champagne-Poirier, qui va nous parler de l'utilisation des méthodes inductives dans un contexte de recherche partenariale. Donc, je lui cède à l'instant la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci.